Salut Dorian, comment tu vas? Ça va très bien en ce lundi ensoleillé. Et toi? Ouais, franchement, ça fait plaisir là qu'il ait fait beau ces derniers jours là. T'as pu profiter un petit peu avec tes enfants? Ouais, franchement, je sais pas si ça te fait ça aussi, mais l'hiver, j'ai l'impression d'être down, genre qu'il y a rien ne va. Et puis dès que le soleil repointe le bout de son nez, je revis quoi. Ouais, c'est pareil. Les enfants, dès qu'ils peuvent sortir un petit peu dehors et jouer, ça soulage aussi les parents, je trouve. Ouais, c'est clair. Allez hop, tout le monde dehors. Voilà, c'est ça. Écoute, je suis trop content de t'avoir sur le podcast parce qu'on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, tous les entrepreneurs, qui est le customer care. Donc on aura, je pense, l'occasion d'en discuter vraiment en profondeur. Mais tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes en une phrase. Qui Je m'appelle es-tu? Doriane, j'aime le thé, je suis entrepreneur dans le customer care. Le thé, Tu m'as mis la justement, est-ce que pression tu... là en une phrase. J'aime bien, tu sais, c'est le fameux pitch, je sais plus qu'on appelle ça, là. Présente-toi en une phrase auprès d'autres entrepreneurs. J'ai jamais su le faire, c'est pour ça que je me permets de... Moi non plus, hein, je t'avoue, hein. Non, mais tout va bien. Donc, Dorian, trop bien. Euh, Avant, voilà, de parler directement de Customer Care, moi, j'aime bien, voilà, un petit peu retracer le parcours des personnes, parce que je trouve qu'il y a toujours des choses à apprendre. Des histoires de vie. Et du coup, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de, de ta vie quand tu étais enfant, voilà, dans quel cadre familial tu as vécu, et après parler un petit peu de ton parcours scolaire. J'ai l'impression d'être chez le psy. Bah écoute, moi je suis née donc à Paris, dans le 19e arrondissement, avec donc mon papa et ma maman. J'ai grandi normalement, je pense. Mes parents ont cependant divorcé quand j'avais 8-9 ans, et donc avec ma maman, on est parti vivre chez ma grand-mère. Toujours à Paris, 2 rues plus loin en fait. Donc tu vois, j'ai toujours été à côté de chez mon père. Donc voilà, je vais au collège, l'école me saoule beaucoup, vraiment, dès la maternelle, genre je suis punie, je suis tout le temps sous le porte-manteau, je suis trop bavarde, je parle trop, je dis trop ce que je pense. Ça saoule beaucoup les maîtresses et les maîtres à l'époque, sauf certains qui aiment bien justement les enfants qui s'expriment. Mais sinon, ouais, jusqu'à la fin du lycée, ma scolarité, c'est très barbant. Pourtant, j'ai quand même des bons résultats, tu vois? Ok. Mais je m'épanouis pas du tout dans le système, scolaire. Déjà, tu le ressens là, dès le début, tu te Ouais. sens différente. Ah ouais, j'ai des souvenirs encore à la maternelle, vraiment très, très nets des moments où je me sentais pas, comprise, tu vois, par les adultes autour de moi, et je me revois assise par terre, tu sais, devant la classe, là, dans le couloir, vide. Tout le monde est dans les classes, mais non, moi, je suis assise sous le porte-manteau, quoi. Ok, c'est intéressant. Et du coup, euh, comment tu fais le lien aujourd'hui avec du coup, ta première fille qui est à l'école? Est-ce que c'est un Ça m'a truc fait peur, hein. ouais, Ah ouais, avant qu'elle rentre à l'école, ça m'a fait super peur parce qu'elle est un peu comme moi, à dire ce qu'elle pense, tu vois? C'est pas de l'insolence, c'est juste, tu vois, son regard sur le monde et tout. Et j'ai de la chance, elle est dans une petite école, avec un côté très familial, tu vois, il y a genre 2 classes de maternelle, et donc les adultes, ils sont hyper à l'écoute des enfants et tout, donc il y a pas eu de soucis. mmh, Donc mais au début, ouais, j'ai un peu appréhendé, clairement, je projetais beaucoup. Mais encore une fois, on est différents, et je pense que le système d'enseignement aussi, il y a 30 ans, évoluer. ouais, et il a beaucoup évolué depuis. Ok, trop bien. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de reparler des enfants. Ouais, Ça va pas être le sujet phare du podcast, bien que entre parents, ça compte beaucoup pour nous. Donc, oui. ok, tu dis que effectivement l'école ça n'a pas été incroyable. Jusqu'où tu vas? Tu vois, en lycée, quel type de filiale tu prends? Ouais, je vais au lycée, je redouble ma seconde. C'est la seule classe d'ailleurs que j'ai redoublé de ma scolarité, et ça a été un gros coup dur parce que je me suis dit: «Ah non, encore un an de plus au final, à tirer». Je vais en filière, à l'époque, c'était STG, option communication, et là, ça commence à aller. Genre mes 2 dernières années de lycée, je les ai plus appréciées parce que déjà c'était pas des profs qu'on avait, c'était des personnes qui avaient une expérience professionnelle et qui venaient nous l'enseigner, en fait. Une prof de com, en fait, elle avait passé sa vie en agence de com, et donc sa façon, c'était vraiment, voilà, on a l'impression de parler avec une tata, tu vois, qui venait nous dire un peu comment ça se passait, etc. Il y avait encore que dans les matières classiques, tu vois, français et tout, qu'on sentait encore vraiment à l'école, mais sinon dans ces matières-là, communication, marketing, etc., c'était hyper intéressant. J'avais l'impression qu'on avait enfin des adultes en face de nous qui voulaient notre bien, en fait, tu vois, et qui voulaient nous pousser vers le haut. Et donc c'était hyper intéressant. J'ai très bien réussi ces 2 dernières années-là. Je candidate pour entrer dans une université, pareil, en cursus de com, qui me faisait hyper envie. Et j'étais quasiment sûre d'être prise parce que j'étais l'une des meilleures de ma classe. J'ai un très bon Ok. dossier. Sauf que je suis pas prise. Quelqu'un d'autre dans ma classe, en fait, cette école prenait que
une personne par classe de STG, tu vois. OK. Étant la meilleure, je pensais que ça allait être moi, mais une autre personne connaissait le directeur de l'école que je voulais et a été pris à ma place. Et donc au final, je vais dans mon deuxième choix, mes deuxièmes choix auxquels j'avais même pas réfléchi, parce que j'étais trop sûre de moi à C'était l'époque. les choix APB là, c'est ça? Où Ah, tu c'est faisais 10 ça, 000 vœux? exactement. Et donc j'atterris en BTS MUC. Déjà rien que le nom, il donne envie de sauter par la fenêtre. J'atterris en BTS, ouais, management des unités commerciales. Je tiens 3 mois. Et juste avant les vacances de décembre, j'arrête. Pareil, j'avais des bons résultats et tout, hein, mais aller dans cette école, ça m'a juste permis de rencontrer mon mari. Ça a servi Faut juste voir à le ça. point Bon, positif. OK, c'est le point ouais. positif. Et comment du coup a réagi peut-être ta maman quand tu dis que t'arrêtes l'école? Bah écoute, moi, j'avais déjà après le collège, je disais à ma mère, écoute, je vais aller en CAP, je vais apprendre un métier manuel, je vais apprendre quelque chose, voilà, pour entrer dans l'invectif parce que là, j'en peux plus. Et elle m'avait dit, écoute, Dorian, va au moins jusqu'au bac. Elle m'a dit, après, tu feras ce que tu veux. Elle me dit, je te demande juste le bac, voilà, c'est la clé pour faire après ce que tu veux comme études et tout. Et donc, quand j'ai arrêté, je lui avais dit, tu m'avais dit d'aller jusqu'au bac. Mais j'ai même continué un peu après. C'est juste que là, j'en peux plus. Donc, j'ai vraiment de la chance, hein, parce que j'ai conscience d'avoir eu une mère exceptionnelle, tu vois, qui a toujours eu confiance en moi, même quand elle avait l'impression que je prenais des décisions mauvaises. Elle a toujours eu confiance en moi, etc. Et donc, je me souviens, j'arrête l'école. C'est la première personne que j'appelle. Je dis, écoute, maman, je viens de démissionner là de mon BTS. Et elle me dit, ah bon? J'ai dit oui, on peut se rejoindre quelque part. Elle travaillait pas ce jour-là. Et donc, on est parti déjeuner ensemble. Et je me souviens, après, on s'est fait un cinéma. On a été voir Réponse au cinéma. OK. Ça venait de sortir. Et en fait, elle m'a juste dit, OK, je te fais confiance, mais elle m'a dit juste ne fais pas rien. Elle m'a dit, je supporterai pas de te voir rien faire. Et 2 semaines plus tard, j'avais trouvé un boulot. Donc, en fait, pendant les vacances scolaires de décembre, j'ai cherché. Et j'ai trouvé. J'ai eu un entretien ouais, juste avant je crois que ça coupe pour les fêtes, quoi, avant le 25 décembre. Et au 3 janvier, je commençais une activité professionnelle. Et c'était quoi du coup? Le Donc petit j'ai job? été conseillère de vente dans une boutique de vêtements semi-luxe qui était avenue Victor Hugo avec vue sur l'Arc de Triomphe. Genre franchement, c'était trop beau l'endroit où on était. La boutique était trop belle. En plus, j'aimais beaucoup la mode, j'aime toujours la mode. Donc ça me plaisait beaucoup de travailler là. Et puis bah, on avait une équipe. Enfin, tu vois, je sentais que les gens, encore une fois, autour de moi, j'étais plus infantilisée. C'était, bah voilà, t'es là pour bosser, tu bosses bien, on est Mmh. content, sinon, bah, on sera pas content. Et c'est là où je trouve que ma vraie personnalité, elle a commencé à se révéler. À partir du moment où je suis entrée dans le monde du travail et que j'ai senti que les adultes autour de moi, je dis adultes parce que j'avais 19 ans quand même, j'étais toujours le petit bébé quand j'arrivais quelque part, bah en fait me faisaient confiance. Tu vois, s'ils voyaient que j'avais les compétences, bah allez, vas-y, fais ton taf. Et je me suis énormément épanouie dans le monde du travail et jusqu'encore maintenant, je me souviens, on me disait toujours, ouais, tu regretteras plus tard de pas avoir fait plus d'études, quand tu seras dans le monde du travail, tu regretteras l'époque école, longues vacances et tout. Et ben écoute, moi je n'ai jamais regretté vraiment cette période-là. Je suis Bah, tant trop mieux, hein. contente d'avoir bossé en fait. Qu'est-ce que ça t'a appris du coup, tes premières semaines là ou ton premier job, de manière globale, dans la vente? Parce que quand même c'est peut-être la compétence la plus dure à acquérir. À l'école, on nous apprend pas du tout à vendre et je crois pas en STG, je suis pas de mémoire, mais je Ouais, crois pas. Qu'est-ce que toi non. ça comment t'as vécu ça? Bah écoute, je pense que le manager qui m'avait recruté à l'époque, il avait dû sentir quand même mes compétences relationnelles. Tu vois, ouais, on parle des hard skills en termes de vente, qu'il y a des choses à apprendre, mais je pense que c'est surtout les soft skills qui comptent le plus dans le milieu de la vente. Et bah ça fait juste partie de ma personnalité. J'ai toujours aimé parler, d'où le fait que je passais ma scolarité sous le porte-manteau. J'aimais parler, converser avec les gens, apprendre à les comprendre, et j'ai toujours aimé aider les autres. Tu vois, je me souviens au lycée, j'avais lancé une série de SMS en fait, où tous les dimanches soirs, j'envoyais à toutes mes copines ou toutes les filles qui voulaient la météo de la semaine et je leur conseillais la tenue à mettre, OK. tu vois, en fonction du temps qu'il allait faire. J'avais lancé aussi, pareil au lycée, les glam mail. Et donc dans la rue, je démarchais les filles en leur disant passe-moi ton adresse email. Tous les dimanches matins, j'envoie une revue, un conseil sur un produit de beauté. En fait, j'ai toujours été dans ce truc, tu OK. vois, de partager avec les autres, etc. Et Parce que donc, le lycée, attends, c'est les prémices, on a le même âge, du coup, c'était, ouais, c'est à peine ça. Facebook, il y avait MSN encore. Ouais, il y avait ouais, c'est ça. Il y avait encore OK, MSN et oui. tout. J'ai commencé la liste email avant l'heure. Punaise. Et, et donc voilà, j'ai toujours aimé ça. Et donc les premières semaines dans cette boutique, on nous avait donné un carnet, un petit carnet noir, le fameux cahier client, tu vois, où tu notais les clients avec qui tu t'entends bien, tu fais des belles ventes. Bah, alors au bout de même pas un mois, il était plus rempli que certaines personnes qui étaient là depuis plusieurs années dans le dans la boutique.
Et je sais pas, enfin voilà, tu sais, je suis quelqu'un de jovial, encore une fois, j'aime bien parler avec les gens. Donc on m'a vite fait beaucoup confiance dans ce boulot parce que, bah, les clients accrochaient bien avec moi. Et j'arrivais à faire de belles ventes, les clients, revenaient. Je les appelais quand il y avait des nouvelles, tu vois, instinctivement, tu sais, je prenais le téléphone de la boutique et dès qu'il y avait une nouvelle collection, bah et que je voyais une pièce pour une cliente, je dis: «Ah bah, écoutez, on a reçu des nouveautés. Franchement, il y a une robe, je vous vois bien dedans, n'hésitez pas à revenir vers moi». Après, c'est un quartier, c'était plus facile de vendre aussi parce que les gens ont les moyens. Les gens qui vivaient, voilà, avenue Victor Hugo, dans le 7e, autour de l'Arc de Triomphe et tout, l'argent, c'était pas un souci. Fallait juste trouver les pièces, les vêtements qui allaient vraiment les mettre en valeur. Tu vois, il y en a une qui venait me dire: «Ah, je pars en vacances à Ibiza, il faut que ce soit, à l'aise, confortable, pas trop chaud, et en même temps, il faut que ce soit chic parce que j'ai aussi des rendez-vous pro et cetera». Bah, voilà, fallait trouver les bonnes pièces qui allaient convenir à la vie de cette personne et tout. Mais, j'ai trop aimé. Franchement, c'est là que j'ai compris que le relationnel dans ma vie professionnelle, ça allait être la clé de tout, en fait. Ouais, parce que du coup, il y avait, du coup, si je comprends bien, il y avait quand même un décalage entre l'école où justement tu n'arrivais pas à communiquer avec des adultes C'est ça. et là, la vie professionnelle où tu te sens épanoui, tu te sens à l'aise Exactement. et tu as des résultats aussi, C'est ça. finalement. C'est tout à fait ça. Ok, trop bien. Du coup, ça dure combien de temps cette expérience? Je reste 2 ans, Oui, quand même. Donc ouais, c'était un ouais, job à ouais. temps plein et tout ça. Ah ouais, job à temps plein, full time et tout, donc voilà, 2 ans. Je quitte parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Je m'ennuie vite, en fait. Tous mes jobs salariés, je me suis vite ennuyée à un moment donné. Hem, donc voilà, au bout de 2 ans, j'arrête et pendant un an et demi, je erre. Je vais de boutique en boutique. Je fais, je crois, toutes les marques, enfin pas toutes, mais beaucoup, genre, Sandro, Tara Jarmon, plein de petites boutiques comme ça. Je fais, pendant cette période-là, le plus long que je fais, c'est 2 mois chez Lancel. Mais l'atmosphère m'a pas plu du tout, dans cette enseigne. C'était trop guindé, tu vois? Moi qui avais l'habitude d'avoir un côté très friendly avec les clients et tout. Et après ça, je postule, je me dis: «Bah, je vais changer de milieu». Je pense que là, l'univers de la mode et tout, ça m'avait un peu, voilà, je m'en étais un peu lassée et je pars dans les cosmétiques et je vois une annonce pour être conseillère de vente aussi en boutique pour Lush, vers Bastille, et donc je postule et je suis prise. Et là, je découvre un autre univers et donc pareil, j'aime beaucoup apprendre. Donc j'apprends plein de choses sur les plantes, sur les produits cosmétiques, sur les effets des huiles essentielles et cetera, et rebelote, je me refais un super beau carnet client, avec les clients du quartier qui passent par là. Je m'épanouis énormément et je trouve que la relation client, vu que c'est une entreprise anglaise, elle est encore plus forte, encore plus friendly que tout ce que j'avais connu, auparavant. En plus, les produits sont cool, la mentalité de la boîte est cool aussi. Donc pareil, je m'épanouis beaucoup. Je reste, 1 an, 1 an ou 1 an et demi en tant que conseillère de vente, et ensuite il y a une promotion en interne qui est possible où, voilà, il y a le service client au siège, donc dans le digital, qui recrute donc pour la vente en ligne, donc pour le e-commerce de Lush. Je postule, et je suis prise également. Donc là, je quitte l'univers, du retail, au final de la vente frontale en boutique, et je passe, dans le e-commerce. Donc de nouveau, j'apprends beaucoup de choses. J'intègre une équipe, avec des gens, vraiment adorables. On me fait confiance, les gens voient mes skills naturels, tu vois, dans la relation. Donc je réponds au téléphone, je conseille les clientes, et les clients pour, des produits pour leurs cheveux, pour leur peau et cetera. Je réponds aux emails, je fais le suivi de certains colis, voilà, tout ce qui est, voilà, du service Ça, client. c'était en quelle année, ça, du coup? C'était en 2013 que je suis recrutée là-bas. Ok, donc c'était quand même les prémices de l'achat en ligne ou ça avait déjà commencé depuis pas mal Non, d'années? non, ça avait déjà commencé, ça faisait un moment Je me qu'il y rappelle avait, plus, hein. Ok. ouais, ouais, le digital e-commerce. Ouais, c'est ça, vers 2013, et donc j'évolue encore une fois au sein de ce service. Je passe de, simple, entre guillemets, «assistante service client» à manager adjointe, où vraiment j'assiste la manager du service. Donc on va dire que je suis toujours beaucoup dans l'exécutif, hein, mais je chapeaute un peu plus, on va dire, l'équipe avec elle. Et ensuite, cette manager, malheureusement, a dû partir en long arrêt, maladie. Et en fait, ils ont pas cherché à la remplacer, ils m'ont proposé directement le poste. Donc pendant 2 ans, je l'ai remplacée, en fait, à ce job-là, et donc j'ai été manager du customer care, de Lush pour, la France, donc le digital, voilà, qui faisait à peu près, je sais plus combien de chiffres, mais c'était pas mal, et un réseau de 40 boutiques sur la France, la Belgique et le Luxembourg. Et c'est une période aussi où les choses évoluaient beaucoup chez eux, et j'ai aussi été impliquée dans le pôle européen du développement du customer care. Donc c'était trop bien parce que tous les trimestres, j'allais en Angleterre, je rencontrais les autres customer care managers des autres pays. Donc il y avait, voilà, l'Italie, l'Espagne,
il y avait aussi le Japon parfois, il y avait l'Allemagne, enfin l'Angleterre bien évidemment. Donc ça m'a permis d'énormément évoluer, moi dans mes compétences dans le customer care, mais aussi dans le customer care de façon très globale, sur comment ça se développe dans une marque, dans l'image de marque, dans comment tu peux rendre un client aussi heureux en France qu'à l'autre bout du monde. Franchement, c'était trop bien. Déjà, est-ce que à cette période-là, tu te dis, du coup, juste avec le bac, enfin, c'est quoi ton retour d'expérience déjà en te disant, j'ai eu que le bac et je deviens manager et je chapeaute justement autant de boutiques et tu vois, des missions qui sont tellement importantes et autres que c'est quoi ton recul par rapport à ça? Franchement, j'étais trop fière parce que Bah oui. justement, en ayant juste le bac, on me propose un job où au final, il fallait bac plus 5, tu vois, en gros. C'était un petit peu le prérequis. Et encore une fois, je remercie toutes les personnes, tous les managers qui m'ont fait confiance et tu vois, qui sont allés au-delà de rien à que le bac. Il y a aussi ça, hein. Franchement, il y a un gros facteur chance de personnes intelligentes qui se sont dit on va donner cette chance à cette fille parce que même si elle a pas sur le papier les documents, les diplômes qu'il faut, on voit qu'elle fait du bon boulot. Et franchement, je sais que je les ai jamais déçus. Donc il y a ce truc où les diplômes c'est important, mais comparé à d'autres gens, je me suis jamais sentie illégitime. Tu vois, je me suis jamais dit je suis pas à ma place dans ce taf parce que j'ai pas les diplômes. J'ai toujours vu les résultats, regardé les retours clients après nos échanges, après voilà. Et à chaque fois, ça me confortait dans bah ok, je suis faite pour ça. Tu vois, il y avait pas d'autres possibilités. Il y avait pas d'autres explications. C'est je suis faite pour ça, pour communiquer avec les gens, pour les aider, pour résoudre leurs problèmes. Et en plus, j'aimais ça. Donc, je pense que ça se ressentait. Et au bout d'un moment, bon bah pas le bac. En plus, voilà, encore une fois, entreprise anglaise, à ce niveau-là, mes managers, ils étaient plus en France, mais ils étaient en Angleterre. Donc leur Ok. mentalité était totalement différente. Oui, Eux, parce je que sais j'allais même dire, pas s'ils ont regardé mes diplômes, tu vois. ouais. Ouais, parce que c'est vrai que j'allais dire, nous en France, et surtout à cette époque-là, ils étaient très regardants, très pointilleux sur justement le nombre d'études, vs voilà, l'expérience et puis les missions attribuées. Donc c'est bien que tu aies pu effectivement Ouais, faire ton bonhomme de chemin. c'est ça. Trop Les bien. gens qu'on rencontre dans la vie professionnelle, tu vois, souvent, il y a des gens qui disent, ouais, mais elle s'est fait pistonner, elle s'est fait machin. En fait, à un moment donné, faut se dire que les relations qu'on crée dans le monde professionnel, c'est pas parce qu'on a une opportunité via une relation qu'on la mérite pas. Je pense que les personnes qui se braquent et qui se disent moi je veux faire tout seul, je veux pas être pistonné, en fait c'est pas du piston. C'est comme ça que tu crées ton boulot aussi. C'est Hum, hum. en forgeant des relations avec les autres, c'est en cherchant des opportunités, en montrant tes compétences naturelles, enfin soft skills ou celles que tu as appris avec des diplômes à un maximum de personnes, que bah il y a des connexions qui vont se faire et qu'il y a des gens qui vont se dire ah bah cette personne elle serait bien à ce poste-là ou voilà. Franchement, je le dis sans honte, sans le premier manager, je me souviens là qui m'a recruté justement dans cette boutique là du 16e où il regarde, il me dit mais en fait vous sortez du bac, il me dit on cherche quand même pour vendre à une certaine clientèle, il faut une certaine posture, de l'expérience. Il m'a regardé, il m'a dit pourquoi je vous prendrais vous alors que le CV que j'ai eu avant d'une nana qui a déjà de l'expérience dans le luxe. Et en fait je me souviens à l'époque j'étais hyper insolente. Hein. J'avais travaillé dans le don du sang. Tu vois, pendant mes jobs d'été, je travaillais au don du sang et en fait, j'appelais pour remplir le carnet de rendez-vous et je faisais l'accueil des donneurs. Tu vois, quand il y avait les donneurs de sang qui arrivaient, je les rentrais dans le système informatique. Quand ils avaient fini leur don de sang, je leur donnais leur croissant, je m'assurais qu'ils aillent bien, etc. Et je faisais aussi donc de la relance téléphonique pour qu'il y ait plus de donneurs de sang qui viennent. Et je me souviens que, pareil, j'aimais trop ces jobs d'été-là et je remplissais le carnet de rendez-vous même au mois d'août alors que d'habitude c'est un mois qui est hyper et je me souviens de cette réponse et je lui dis écoutez je réussissais à remplir le carnet de rendez-vous du don de sang en plein mois d'août, je pense pas que la nana que vous avez eu avant elle sera capable de faire ça. Et en fait je pense que il avait un petit côté où il aimait l'insolence et c'est juste pour ça qu'il m'a pris. Il m'a dit en fait t'avais tellement confiance en toi, j'étais obligée de te laisser ta chance. Comme quoi, parfois, ça se joue à pas grand-chose, hein. Pas grand Juste chose du le tout, fait non. d'oser de temps en temps. Et en plus, j'avais rien à perdre. Tu vois, j'avais déjà pas de boulot. Donc en fait, cet entretien, j'avais envie de le réussir, mais j'étais dans un état d'esprit où je suis là aussi pour apprendre, je suis là aussi pour kiffer, tu vois, je stressais pas du tout avant mes entretiens. Je me suis dit, c'est des gens, je vais juste parler avec eux et on verra comment ça va se passer. Et je pense que c'est cette mentalité aussi, tu vois, euh, ça devait plaire à certains types de managers. Je suis tout à fait d'accord parce que moi, à contrario, ça a été un calvaire à chaque fois tous mes entretiens parce que du coup, moi, je suis très introverti. Ouais. Je vais dire le minimum et j'ai été refoulé plein de fois à cause de ça parce que je transmettais en tout cas cette information de pas sûr de lui,
on dirait qu'il a pas envie du job et tout ça parce que je suis très nonchalant et tout ça. Et donc c'est bien d'avoir aussi les deux visages de ça, quoi. C'est ça. Bah, il y a des avantages et des inconvénients, comme on en a déjà parlé, hein, vu qu'on se connaît. On a deux personnalités opposées par rapport à ça. Moi, je le sais, je suis extravertie, très clairement. Et il y a des défauts qui vont avec, hein, l'extraversion. Mais il y a aussi des qualités, enfin des avantages, on va dire, pour ce genre le milieu, en tout cas, du customer care, de la communication et de ma progression dans le monde professionnel. Je pense que le fait que je sois extravertie, ça m'a beaucoup servi. Ok, ça marche. Du coup, voilà, tu passes du coup 3 ans à peu près, 4 ans, Je passe 5 ans en tout chez cinq Lush, ans, ok, dont les 2 dernières années avec le en tant job de que manager, manager. ouais. Et du coup, c'est quoi, quelle a été la suite? Qu'est-ce qui fait que ça s'arrête? La suite, c'est que bah, Dorian, comme d'habitude, elle commence à s'ennuyer un peu, alors que pourtant, c'était vraiment le job de rêve. Hein, vraiment, je cracherai jamais dessus. Je l'ai quitté, ça m'a fait énormément mal au cœur. Alors, je me souviens, mon dernier jour, j'ai pleuré et tout. Je me dis, mais pourquoi je m'en vais? Et en fait, j'avais besoin de plus. Je sais pas comment t'expliquer. J'avais ce besoin de lancer mon projet. Je m'intéressais déjà au milieu entrepreneurial depuis longtemps parce que en parallèle de mon job chez Lush, quand j'étais encore en boutique et assistante au service client, j'avais lancé une boutique en ligne à côté de vêtements pour femmes. J'avais le besoin d'entreprendre, tu vois, ça a toujours été depuis mes SMS météo mode au lycée, ça a toujours été un truc en moi et donc je m'étais intéressée au milieu entrepreneurial avec cette boutique en ligne qui a duré 2 ans. Je l'ai arrêtée parce que gérer les stocks dans ma chambre et tout, ça devenait compliqué. Mais elle avait plutôt bien fonctionné. Et en fait, à un moment donné, je vois que dans le milieu entrepreneurial du business en ligne français, je vois que la relation client, c'est une catastrophe. Mais vraiment. Je regarde les réponses dans les commentaires, ce qui peut être partagé en story, la mentalité des entrepreneurs par rapport à leurs clients et tout, et je me dis, mais mon Dieu, il y a un travail énorme à faire dans ce milieu-là. Et je me Hmm. dis, c'est la faille. Et tu vois, je me suis dit, il faut que je saute dedans. Et donc, fin 2018, j'arrête, je démissionne donc de chez Lush. Mais j'avais déjà trouvé un client. J'ai déjà trouvé un client, c'était une ONG internationale qui cherchait justement quelqu'un pour gérer la relation client. Et donc, en fait, au départ, je commence en tant que Customer Care Manager freelance. Donc, j'ai des clients comme ça, bouche à oreille, encore une fois, je crée des relations, on me recommande, etc. J'accompagne aussi une marque de mode Modest Fashion. Euh, En fait, je les avais contactés parce que leurs vêtements me plaisaient, je trouvais que c'était super beau. Et à la fin d'un email, en leur disant, bah franchement, c'est trop beau ce que vous faites, j'aime trop. Moi, voici mes compétences. Si franchement vous avez besoin de quelqu'un qui matche avec ses compétences, bah je suis dispo. 2 jours après, j'avais un entretien, tu vois, avec eux. Ok, Donc au j'ai juste culot. osé Hmm. envoyer voilà un Voilà. email. Et donc j'ai trouvé mes clients comme ça la première année. Euh, et je commençais à bien parler sur Instagram du customer care. Et je Et tu as un partageais compte? aussi, voilà. Ok. Mais Hmm. sans rien vendre. Parce que moi, j'étais freelance, j'avais déjà mes clients, j'étais full, je pouvais vraiment pas prendre plus de gens. Et donc vraiment juste en mode éducatif. Je râlais sur ce qui allait pas, je montrais ce qui était bien, je partageais les bonnes pratiques, mon expérience, tout ce que j'avais appris depuis que j'avais eu 19 ans et que j'avais bossé dans ce domaine-là. Euh, Fin 2019, arrive ma première fille. Et tu le sais, ça change beaucoup de choses dans notre vie entrepreneuriale. Et je prends la décision d'arrêter le freelancing et de lancer de la formation en ligne. Je me rendais compte que je faisais quasiment tout le temps la même chose quand je faisais des consultings. Je répétais tout le temps la même chose, c'est que les entrepreneurs n'avaient pas les bases du Customer Care. Et donc je lance ma première formation Customer Care 5 étoiles, c'était en août 2020. Pire période en plus apparemment pour faire un Ouais. lancement, mais écoute, ça cartonne. Covid. Ouais, ok. Ouais, ça cartonne. Franchement, je fais, je sais pas, pour un premier lancement, je fais genre 50 000 euros, tu vois, en 2 semaines. Mais je communiquais depuis 2 ans, même plus, tu vois, sur le customer care. J'avais déjà Hmm. construit une audience. J'avais, je sais pas, à peu près 6 000, tu vois, 5 6 000 personnes qui me suivaient, alors que j'avais rien à vendre. Donc, on va dire que c'est du travail de marketing à retardement. Tu vois, c'est pas, ah, elle a débarqué du jour au lendemain et elle a cartonné. Non, ça faisait des années Il y que je avait communiquais. une forme de nurturing au C'est fur et à ça. mesure. Je crée du contenu, j'avais un blog. Voilà, de début 2019 aussi, j'ai lancé un podcast avant même de vendre quoi que ce soit. J'avais un podcast sur le customer care, donc il y avait ce truc de je donne, je donne, je donne. Et voilà, le jour où j'ai eu un truc à vendre, bah, il y avait déjà des personnes qui étaient prêtes et contentes que je leur vende une formation pour les bases du customer care. Ça t'a fait quoi justement première fois que tu as eu ce chiffre d'affaires-là? On parle de chiffre d'affaires, hein, encore une fois, mais qu'est-ce que Ouais, tu as ressenti? en fait, ce qui est au-delà du chiffre d'affaires, c'est le nombre de personnes. Le nombre de personnes, il y avait un groupe, les gens qui parlaient entre eux. Je me suis dit, waouh, c'est trop bien, les X personnes qui m'ont fait confiance.
Et en fait, j'étais trop contente. Et le chiffre d'affaires, ça m'a montré que, ok, je me suis pas lancée pour rien. Le business model est viable. Il l'était déjà quand j'étais freelance. Mais là, avec la formation en ligne, je me suis dit, bon, il y a un autre créneau à exploiter. En gros, je peux faire autre chose que du freelancing. Je peux continuer, bien évidemment, si je le veux d'un côté. Mais voilà. Et là, en fait, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. J'ai envie de sortir d'autres produits, de faire d'autres choses. Et je continue. Je continue, voilà, à vendre cette formation régulièrement, à créer du contenu, à donner beaucoup. C'était la première formation en customer care sur le marché Oui, infoprenarial. la première. J'ai été la première à en parler et d'ailleurs si aujourd'hui, la plupart des gens dans le milieu du business en ligne français disent customer care, la plupart ne le savent pas, C'est à mais cause c'est un de peu toi? grâce à moi. C'est un peu à cause de moi parce que je me souviens très bien qu'en en 2018, je me suis dit: «Je vais commencer à créer du contenu sur le customer care». En fait, je l'appelais pas customer care, dans ma tête, c'était encore service client. Mais je Mmh. savais tout de suite que si je parlais de service client, ça allait pas le faire. Les Ah gens oui. allaient pas accrocher. Je savais que le mot service client, il était trop connoté SAV, problème, enfin c'est pas glamour, tu vois. Et j'ai fait un gros travail de glamourisation de l'univers du service client. Je me suis dit avec mes contenus, la première chose que je veux faire, c'est dépoussiérer ce milieu où quand on fait des recherches sur internet, on tombe, et j'ai rien sur eux, j'ai rien contre eux, hein, mais on tombe que sur des Jean-Jacques avec les cheveux grisonnants et une cravate, tu vois. Et je me suis dit, c'est pas le type de discours qui correspond aux entrepreneurs là qui sont en train de se lancer ou aux entrepreneurs du business en ligne, qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont une vision différente et surtout, ça correspond plus au type de clients qui servent. Il fallait justement rendre le service client comme un levier de vente, tu vois, un support marketing, quelque chose qui va booster l'entreprise, un investissement avec du retour sur l'investissement et pas qu'un pôle de dépenses parce qu'il faut répondre à des gens qui ont oublié leur mot de passe, tu vois. C'est ce que j'ai beaucoup entendu au début, ouais, non, mais ce que tu fais, ça sert à rien. Si on a des clients intelligents, on n'a pas besoin de customer care. En Mmh. gros, c'était un peu OK. voilà, c'était le customer care, c'est pour les clients assistés. Pour moi, le customer care, c'est vraiment plus loin, comme je disais, que le service client, qui est très connecté SAV. Le SAV, bien évidemment, ça fait partie du customer care, mais c'est même pas 10% au final de la relation. Le customer care, c'est vraiment les relations qu'on va créer avec l'audience, les prospects et nos clients. Et donc, j'insiste sur audience et prospects, parce qu'au final, ce sont des personnes qui n'ont pas encore acheté chez nous, qui sont pas encore clients. Et en fait, dès qu'une personne va nous contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux, par email, etc., c'est là que ça commence. La relation avec cette personne commence. Notre but en tant qu'entrepreneur, c'est d'aider les gens. Enfin, on a un produit à vendre qui résout un problème. Donc, normalement, notre mission profonde, c'est de se dire, moi, j'ai cette solution, je veux qu'un maximum de personnes profitent de cette solution parce que, voilà, c'est mon truc, j'ai envie de les aider. Et de faire aussi du chiffre d'affaires, bien évidemment. Voilà, le customer care, c'est ça. C'est la relation qu'on crée avec tous les acteurs de notre business, audience, prospect et client, pendant tout le parcours. Avant l'achat, bien avant l'achat, souvent même ça commence. Pendant l'achat, quand ils ont des questions, besoin d'être rassurés, etc. Et bien évidemment après l'achat, quand ils sont déjà clients, où on va les accompagner, puis on va aussi les fidéliser par la suite. Le but, c'est que cette relation, elle a un début. Le but, c'est qu'elle n'ait pas de fin. C'est Mmh. qu'on continue à tisser des liens dans le temps avec nos clients, soit pour qu'ils nous rapportent de nouveaux clients, avec de la recommandation, soit qu'ils réinvestissent chez nous si on peut leur vendre plusieurs fois le même produit ou service, ou si on a d'autres produits à leur vendre, par exemple. Ouais. OK. Trop bien. Après, j'ai envie de rajouter quand même, si tu me permets, que le customer care, au-delà de ça, c'est aussi une philosophie d'entrepreneur. Je, je pense qu'aujourd'hui, un véritable entrepreneur, il a cette philosophie du care, de vouloir prendre soin de ses clients, de vouloir s'investir dans la relation avec eux, ou de mettre en place les choses qu'il faut, justement, pour que les clients soient satisfaits du début à la fin. Et c'est vraiment une philosophie qui met l'humain au cœur de tout, au cœur du marketing, au cœur des produits à vendre, au cœur de l'expérience qu'on va créer. Ouais, je suis d'accord. T'as des noms là, 2-3 noms comme ça de grosses boîtes où tu te dis là, il y a un vrai customer care, il y a eu un vrai effort de fait? Que j'ai un nom là tout de suite. Tu me prends un peu au dépourvu. Est-ce que Lush, c'est toujours le cas, par exemple? Ah bah oui, totalement. Ah oui, clairement. La relation client. D'ailleurs, pendant les 2 ans où j'étais manager du customer care, on a été élu 2 fois service client par le magazine. C'était un magazine business, je sais plus lequel, mais c'est l'un des seuls trucs élus service client où on n'a pas besoin de payer en fait, parce que sinon, tu sais, tous les trucs élus service client de l'année, tu dois débourser une certaine somme pour être audité, etc. Par le magazine Capital. Donc trop contente. Les 2 ans où j'ai managé le customer care, on a été élu par le magazine Capital meilleur service client pour les cosmétiques. Donc c'était Belle trop fierté. bien. Ouais, mais ils ont toujours ce côté très friendly, très care. Ils s'assurent que les gens ils aient vraiment ce qu'il faut. Il y a le côté, bien évidemment, faut vendre, mais faut vendre ce dont ils ont besoin.
faut vendre des produits où quand ils vont on imagine vraiment les gens, quand on bosse chez Lush, utiliser le produit dans leur salle de bain. Tu vois, genre, quand il va appliquer le produit sur ses cheveux, voilà, on sait qu'il aime la vanille, il va être trop content d'avoir cette odeur autour de lui. On pense vraiment très très loin à l'expérience client et je sens que c'est toujours le cas, je suis toujours cliente chez eux. Et c'est ce que j'essaye d'insuffler aussi, tu vois, dans le marché entrepreneurial français où il faut vraiment penser loin à l'expérience client. Je trouve que c'est encore plus facile d'ailleurs quand on a un e-commerce parce qu'on a un objet palpable, tu Ouais. vois, à vendre. C'est un challenge un peu différent quand on vend des produits 100% digitaux. On va juste avant de poursuivre sur, on va dire la ton post lancement et là où tu t'es dit punaise ça fonctionne bien la formation. On va parler peut-être d'un sujet un peu touchy, mais je pense que c'est important et ça peut aider aussi pas mal de monde. Tu dis que tu te lances du coup à créer du contenu en 2018, du coup en ligne. C'est quoi à l'époque ta perception, en tout cas, comment toi en tant que femme et voilée, comment tu te dis je vais aller faire des stories sur Instagram, je vais aller créer du contenu et tu te dis, enfin voilà, c'est quoi un petit peu ta vision là et qu'est-ce que tu peux ressentir à cette période-là, sachant que tu es une des pionnières à parler de ça et à prendre la parole là-dessus. Surtout que c'est un milieu très masculin. Et Et encore une voilà, fois, c'est avec quand des même très personnes masculin. avec une certaine expérience, c'était souvent des grands PDG qui en parlaient, etc. Est-ce que le fait que je sois fan de Lara Croft depuis que je suis petite joue dans mon côté allez, j'y vais à fond les ballons? Je pense que oui. Mais en fait, je me suis dit j'y vais, c'est tout quoi. Enfin, je me dis si ça, tu vois, j'ai un peu ce truc de si ça fonctionne, c'est que ça devait fonctionner. Si ça marche pas, bah j'irai sur autre chose. Tu vois. Tant que le problème n'existe pas, je suis pas en train de stresser pour ça. Je dois quand même t'avouer qu'au début, j'ai pas osé me montrer tout de suite. Sur beaucoup de mes photos, etc., j'étais de dos, tu sais, en plus, je faisais un peu n'importe quoi, je faisais un peu des photos lifestyle, de vacances, entre autres de post customer care. Mais c'est ce qui a aussi permis, je pense, de créer une communauté parce que, bah, c'était un peu le prémisse du personal branding, tu vois. Et j'ai osé me montrer, très bizarrement, je sais pas pourquoi, à partir du moment où ma fille est née. Donc, elle est arrivée fin décembre et début 2020, j'ai fait mes premières stories, mes premiers lives face cam. Jusqu'alors, je n'avais pas du tout osé le faire. Pourquoi, je ne sais pas. Et c'était pas par rapport à mon voile et tout, hein. Moi, je pense que c'était plus l'exposition sur les réseaux, ça me faisait un peu peur dans le sens où bah tu montres ton image, tu donnes ton image au domaine public et tu sais pas ce que les gens peuvent en faire, tu vois. Mmh. Je OK. pense que si je m'étais lancée au jour d'aujourd'hui là, avec l'IA générative, enfin avec l'IA, les deepfakes, etc., je pense que je me serais pas montrée, tu vois, par exemple. Ça m'aurait vraiment fait flipper qu'on puisse prendre ma tête et me faire dire n'importe quoi, ou pire, me faire n'importe quoi. Tu vois, c'est un truc aujourd'hui qui me fait vraiment flipper. Mais bon, je suis déjà là. Le nombre de vidéos, de photos qui sont maintenant dilapidées sur Internet, bon, bah, je peux plus rien y faire. Mais voilà, à l'époque, ma fille arrive et je sais pas pourquoi ça me fait un déblocage. J'arrive à parler, à me montrer. Euh, En soi, je t'avoue que mon voile, ça a pas... En fait, j'en ai jamais fait un sujet pour moi. Et je pense donc que ça n'a jamais été un sujet pour les gens. J'arrivais comme j'étais. Euh, Et j'ai jamais dit aux gens, ah bah oui, bonjour, bah je me montre, mais je suis voilée. Mais non, c'est bonjour, je suis Doriane, on parle de customer care, etc. Et c'est ce qui ressort de mes clients ou mon audience, qui est très diversifiée. Et ça, c'est souvent des messages que j'ai d'autres personnes, d'autres entrepreneurs musulmanes qui portent le voile aussi, etc., qui me disent, mais comment tu fais pour avoir une audience aussi diversifiée? Parce que moi, je n'attire que les personnes qui me ressemblent. Donc que des personnes musulmanes aussi, etc. Euh, donc elles sont contentes de ça, mais elle dit j'aimerais aussi que mon business touche plus loin. Je dis mais comment tu fais? En fait, souvent je dis c'est que je n'en fais pas un sujet. Je n'en parle pas. Si on ne m'en parle pas, je n'en parle pas. Pareil pour mes croyances, etc. Moi, je m'adresse à tout le monde, toutes les femmes entrepreneurs surtout, peu importe ce en quoi elles croient. C'est pas moi ce qui va définir qui je veux aider ou pas. Tu vois, j'ai envie que toutes les femmes entrepreneuses cartonnent dans leur business et j'ai envie de toutes les aider avec le customer care. Et pareil avec le campus Customer Care pour former des CCM freelance, j'ai envie que toutes les femmes puissent s'épanouir, enfin toutes les femmes qui sont faites pour ce métier bien sûr, puissent s'épanouir avec. Tu vois, j'ai pas de critères comme ça OK. ethno-religieux ou quoi. Ouais, bon, en tout cas, c'est un truc qui t'a jamais empêché de faire de la création de contenu et puis d'être là où tu en es aujourd'hui, quoi. Non, non. Je sais Ça que ça aurait m'a pu, fermé des portes, hein. mmh. Oui, mais je veux dire, toi, ça t'a pas bloqué à passer à l'action, à aller là où tu avais envie d'aller, quoi. Non, non. Bon, bah, top. Je suis comme je suis quoi. Après, j'ai pas à Bah, avoir on honte, sait tu vois, de qui je non, bah, suis. je parlais pas forcément de toi, mais tu vois, je parlais plus de, bah, tu sais, internet, c'est dur, hein, c'est Ouais. brutal et il peut y avoir des personnes qui, justement en profitent derrière leur écran pour justement
critiquer, avoir des injures ou des choses comme ça, tu as Ça m'est peut-être très dû peu en faire arrivé. fa OK. Ça m'est très peu arrivé. La première fois que ça m'est arrivé, c'est qu'on a fait des ads ensemble et qu'on a touché Mmh. des prospects froids, tu vois? C'est la première fois que, j'ai eu, tu vois, des messages comme ça, islamophobes, clairement racistes, islamophobes, sous mes posts. Sinon, avant, ça m'est arrivé une fois. Puis, tu vois, de 2020 quand je me montrais sur les réseaux sociaux et j'ai un avis très tranché là-dessus. Je pense que qu'on dégage de la peur ou de l'appréhension, on provoque, tu vois, ce genre de réaction aussi chez des gens, un peu mal intentionnés. Encore une fois, je pense que mon extraversion, la façon dont je parle, l'énergie que je dégage, heu, je pense que ça rassure les gens qui ont peut-être peur ou qui ont peut-être des préjugés sur, les musulmans, les femmes volées. Alors je dis pas tous, forcément, mais je le vois même, tu sais, dans le métro. Genre, il y a des gens qui me regardent, je leur souris, je leur dis bonjour, «Oh, il fait froid aujourd'hui», enfin et tout de suite: «Ah oui, ah vous avez raison», et en fait, tu vois, genre, je pense qu'il y a aussi ce qu'on dégage et l'image qu'on renvoie qui joue beaucoup sur le comportement que les autres vont avoir avec nous. Alors, je suis pas en train de justifier, de dire que c'est de la faute des femmes voilées si elles sont insultées, pas du tout. C'est toujours de la faute de l'autre. Mais je pense que il y a des gens qui vont se sentir plus à l'aise de le faire s'ils voient qu'on est un peu renfermé, que on a peur, tu vois, c'est des émotions qu'ils cherchent en fait. Parce que la plupart des gens qui font ça, c'est des lâches, tu vois. Donc en fait, les gens qui ont l'air forts, qui ont l'air sûrs d'eux, heureux, etc. Bah, ils osent moins s'y attaquer parce que ils font pas le poids. Enfin, ils se disent qu'ils font pas le poids. Alors que s'ils voient qu'une personne a l'air, voilà, ils se disent ah bah celle-là, c'est bon. Voilà. En plus, surtout, ils s'attaquent aux femmes, donc ça veut tout dire. Mmh. Mais bref, voilà, c'est ma perception. Je pense que ça aide aussi. Je dis pas que j'y ai toujours échappé ou que je continuerai à y échapper, mais je pense que ça aide. OK. Bah, trop bien, d'avoir, pris la parole sur ce sujet. On ferme la grande parenthèse. Mmh. Du coup, qu'est-ce qui se passe, voilà, après le 1er lancement où ça fonctionne bien? Quels ont été un petit peu le découlement des mois et des années qui ont suivi? Alors après ça, donc je continue de vendre cette formation. Début 2021, on commence, beaucoup à venir me voir en me disant: «Bah, écoute Dorian, c'est trop bien tes formations pour mettre en place les bases du customer care, mais là, moi, je peux plus le gérer tout seul. J'ai besoin de déléguer. Est-ce que tu prends encore des clients?» Puis là, j'étais en mode: «Bah, non, pas du tout. Maintenant, moi, je suis full, sur, la vente de mes formations». En plus, avec ma fille, bah, pareil, à l'époque, que je faisais garder que 2 jours par semaine, j'avais pas le temps et je leur dis: «Mais t'inquiète, je vais réussir à te trouver ça. Dans mon réseau, doit forcément y avoir quelqu'un qui fait du customer care, comme moi». Et donc, je poste des annonces sur LinkedIn, sur Instagram, partout où je pouvais. Et je dis, bah voilà, qui est Customer Care Manager freelance? J'ai des clients, je peux vous mettre en relation. Et là, genre, tu vois, la botte de foin dans les westerns, c'est le vide total. J'ai une ou deux assistantes virtuelles qui me contactent en disant, bah écoute, je sais pas ce que tu veux dire quand tu parles Customer Care Manager, mais moi, je peux répondre aux emails. Et après, dans ma tête, je dis, oui, mais non, c'est pas ça. Enfin, je dirais, et je leur posais des questions, je leur dis, est-ce que tu sais faire ça, fixer les KPI, suivre tel taux de fidélisation, ils me disaient, ah bah non, moi, ça, je sais pas. Et je me suis dit, ok, bon, bah, je vais former des CCM freelance. Et donc, je lance la bêta test du campus Customer Care. On fait 15 personnes, en 2021. Donc, je teste la formation. Grâce à leur retour, je crée la version finale de la formation que je lance début 2022. On fait une trentaine de personnes. Début 2023, une quarantaine. Je la relance une deuxième fois en 2023. Et voilà, depuis 2 fois par an, on forme des Customer Care Managers. Trop bien. Encore une fois direct, tu pas, tergiversé, tu t'es dit: «Il y a quelque chose à faire, je fonce» et on avise, quoi. C'est ça. Après tu dis, formation, mais je mets une petite astérisque, c'est un programme d'accompagnement plutôt. Un programme qui forme Une école. c'est ça. C'est un programme qui forme à un métier. Donc, il y a bien évidemment des vidéos à suivre en autonomie, etc. Mais il y a beaucoup d'accompagnement, il y a une communauté, il y a des lives. On fait vraiment monter les gens en compétences, oui, effectivement. Donc la personne, elle peut démarrer, voilà, avec aucune connaissance et 3 mois après, elle est capable Oui, d'avoir de son gérer un premier customer client et care. puis, ouais, C'est ça. trop bien. Du coup, si on fait une rétrospective là, depuis le lancement, tu as eu combien d'élèves? Du campus, on en a eu 180. Mais si je compte sur tout mon business, parce que jusqu'à 2021 et puis même jusqu'à même Oui, tu as arrêté 2020, la formation là. 2023-2024, une grosse partie de mes clients, c'était les entrepreneurs qui voulaient faire voulaient faire du customer care un peu la force de leur entreprise. En tout, on est à plus de 5000 clients depuis 2020 que j'ai commencé à lancer mes premiers produits en ligne. Et tu as vu du coup une évolution du customer care, entre 2018 et 25? Ouais, Où tu vois ouais, ouais. encore les mêmes lacunes et tu te dis: Il y a «Punaise». toujours les mêmes lacunes un petit peu, mais moins.
Moins. Franchement, j'ose espérer que c'est un peu mon travail de création de contenu, d'éducation, etc. sur plein de plateformes. J'en vais sur Pinterest, sur les blogs, sur Instagram, LinkedIn. Enfin, voilà, je pense que ça a éveillé, tu vois, aussi certaines consciences. Parce que souvent, on me disait, en fait, c'est évident ce que tu dis. C'est juste que cette évidence-là, je l'avais pas transposée à mon business en ligne, en fait. Donc, voilà. Donc, il y a quand même une amélioration, je trouve. Les entrepreneurs en ont plus conscience qu'avant. Après, il y a encore toujours forcément il y a encore des trucs qui vont pas du tout, ouais. Ça, c'est clair. T'as 2-3 exemples là, récents que tu as pu voir qui t'ont mis. J'en vois tout le temps. J'en vois tout le temps. Les trucs les plus fréquents et qui ont des conséquences graves, c'est les entrepreneurs, tu vois, qui vont créer du contenu, qui vont avoir des super stratégies marketing, qui vont attirer du monde, etc. Et donc les gens vont avoir envie de connecter avec eux. Les gens vont leur écrire en DM, en commentaire, etc. Et ces gens-là n'ont pas de réponse. Ça envoie une image un peu de vous venez, vous payez et salut quoi. Genre j'ai pas Ouais. envie de parler avec vous. Si vous venez, c'est pour acheter, sinon voilà. Il y a ce côté négligence de la relation avant achat qui est très très présent, alors que ça aiderait à convertir encore plus, tu vois. Ouais. Donc il y a ça comme erreur. Il y a le fait d'afficher ses clients aussi, tu vois, de façon publique, en mode voilà, un client pose une question que l'entrepreneur trouve bête. Mais il y a vraiment un syndrome qui est horrible quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est ce syndrome je sais plus comment il s'appelle, syndrome de l'expert, où genre, ah bah regardez, le genre de questions bêtes que je reçois tout le temps, lisez ma FAQ ou regardez mon premier post Instagram et vous aurez la réponse. Donc tu vois, ce côté un petit peu infantiliser ses clients et avoir l'impression qu'ils sont bêtes, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un entrepreneur. Parce que très souvent, à ce moment-là, c'est juste qu'il sait pas se mettre à la place de ses clients et qu'il n'a pas mis en place tous les éléments qu'il faut pour que les clients aient le bon degré d'information selon le niveau du parcours client aussi. Donc il y a ça aussi comme erreur. Et en dernier, c'est pas 100% une erreur customer care, mais ça impacte énormément la relation client. C'est certaines erreurs de communication sur les réseaux sociaux, dans le marketing. L'une des pires, c'est d'avoir une promesse marketing plus forte que les résultats vraiment obtenus par le produit ou le service après. Ça pourrait faire l'objet d'un podcast en entier sur justement les Mmh. promesses marketing, hein, parce que ça touche pas mal de domaines. Justement, ce serait quoi finalement ta position entre faire un marketing qui soit le plus éthique possible, mais tout en arrivant à vendre derrière, quoi. Où est la limite finalement pour que ça fasse un bon marketing et un bon customer care? Je vais être très honnête avec toi. Moi, j'ai toujours pas trouvé la formule marketing qui fonctionne, euh, comme on voudrait en tout cas, euh, en étant 100% humain. Moi, je suis persuadée, je le sais, et mon expérience le prouve, la création de relations, c'est une des bases. Il faut ça absolument. Avoir un bon customer care, etc., c'est ce qui va assurer, entre guillemets, que les différentes stratégies qu'on va mettre en place vont un minimum marcher. C'est-à-dire que même si une stratégie, elle est naze, elle est pourrie, tu t'es planté dans ton marketing, mais le peu de personnes qui sont arrivées jusqu'à toi, t'as parlé avec eux, t'as échangé, t'as pu leur présenter ton produit par rapport à leurs besoins, tu vas avoir des ventes. Quand même, c'est sûr. Je l'ai déjà vécu. Je l'ai déjà vécu, donc vraiment. Malheureusement, et ça c'est un truc que je me rends compte, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas éveillées, qui ne sont pas conscients quand ils vont acheter quelque chose. Et donc il y a beaucoup de consommateurs qui vont préférer de grosses promesses, qu'on les fasse rêver énormément et qu'on leur montre une carotte avec ce qu'ils ont envie et qui vont acheter par rapport à ça et qui sont pas conscients de leurs besoins réels et de vraiment ce qu'ils doivent acheter. Mais ça, c'est la règle du marketing depuis des siècles et des siècles, tu vois. Ouais. C'est juste que ce marketing-là, qui fait rêver, il y a beaucoup d'urgence, un truc qui a l'air waouh, incroyable, c'est très très rare que le produit derrière tienne la promesse. Et c'est normal. C'est pas le produit qui est mauvais, c'est la promesse marketing, encore une fois, tu vois, qui est trop haute, qui est enjolivée. Le problème, c'est que ça fait des taux de remboursement énormes, ce qui est très rarement dit. Hein, on voit, moi j'ai fait tant de CA, etc. Ouais, mais au bout de 2 semaines, t'as eu combien de taux de remboursement aussi? En général, il y en a pas mal. Donc voilà, j'espère trouver cette formule un jour, tu vois, qui mélange du beau marketing, tu vois, où ça attire du monde, où les gens sont intéressés, etc. Et le care à 100%. Alors moi, j'ai déjà, je les ai jamais mis même, tu vois, genre les fausses promesses, les fausses deadlines, tout ce qui est faux. Déjà, pour moi, ça devrait pas exister dans le marketing. Genre, bah t'as que 24 heures pour acheter mon produit,
Mais au final, si 2 jours après, tu t'inscris avec une autre adresse email, t'as de nouveau 24 heures pour t'inscrire, tu vois. Ça, moi, le mensonge, tu vois, c'est du mensonge, tu vois, si on met les choses à plat. Et je suis pas pour. Je trouve que quand les clients vont s'en rendre compte, ça nous dessert plus qu'autre chose. Donc, faut rester éthique. Après, je pense qu'il faut quand même continuer d'utiliser certaines urgences, etc. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui ont besoin de ça pour passer à l'action pour un produit dont ils ont besoin. Encore une fois, il faut toujours vendre voilà, aux gens qui ont besoin le produit, pas chercher à vendre à tout prix. Et c'est là qu'on fait, à mon avis, qu'on fait le meilleur marketing. Enfin, je le sais, c'est là qu'on fait le meilleur marketing. Mais avec le marché qui change, le marché qui évolue, les façons de consommer qui évoluent, notre façon de faire du marketing évolue aussi constamment. Ce qui est hyper perturbant en tant qu'entrepreneur, moi, c'est vraiment le pan de mon business qui me met le plus de challenge. Ouais. L'organisation, la satisfaction client, créer des programmes, trouver les bons produits et tout, ça a jamais été un problème pour moi. Mais par contre, avoir un système marketing qui attire les bonnes personnes et qui convertit plus, ça reste aujourd'hui le challenge. Mais en vrai, je crois que c'est le challenge de tous les entrepreneurs toute leur vie. Hein, donc je suis rassurée pour ça. C'est ça. Non, mais comme tu dis, en plus, le marché, il est mouvant. Donc, ce qui Ouais. fonctionnait en 2020 à l'émergence de la formation n'est plus du tout la même chose aujourd'hui. Donc, tu es sans cesse obligé de t'adapter, quoi. Et comme tu as dit, il y a la sophistication aussi. Et du coup, les gens, ils ont eu affaire justement à des promesses marketing très délicates, très dangereuses. Et donc, elles sont de plus en plus méfiantes. C'est normal. Et justement, ça me fait rebondir sur un dernier point qui est l'IA. Parce que voilà, l'IA, ça nous permet de faire tellement de choses. C'est quoi ton point de vue par rapport à l'IA et comment justement l'IA peut aider une Customer Care Manager? Franchement, j'aurais pas pensé dire ça il y a 1 an, mais vive l'intelligence, vive l'IA quoi, clairement. Moi, ça m'aide beaucoup à titre personnel en tant qu'entrepreneur pour m'aider. C'est vraiment un assistant, un super assistant, surtout pour la création de contenu. En tant que Customer Care Manager, par contre, je vais t'avouer que je l'utilise très peu. Quand moi je reprends, tu vois, c'est Pauline, ma Customer Care Manager, qui gère au quotidien. Mais quand je le reprends, quand elle est en vacances ou quoi, je vais beaucoup plus vite que lui pour gérer le Customer Care. Parce que quand on a les skills, les compétences qu'il faut en tant que CCM, aujourd'hui, l'IA, elle est pas encore assez puissante pour réfléchir aussi vite que nous, pour trouver la bonne solution, la bonne formulation, tout dans un même message. En fait, j'ai fait le test, hein, mais tu passes plus de temps à le prompter et à le guider que toi à écrire ou à faire ta stratégie Customer Care directement. Donc pour le Customer Care, je l'utilise très peu, voire pas du tout. Par contre, pour supporter une activité freelance de Customer Care Manager, pour nous aider dans la création de contenu, dans comment approcher tel prospect, trouver des nouvelles idées pour trouver des clients, gérer notre compta, enfin tout ça, c'est une aide ultra précieuse, je trouve, surtout quand on est freelance, qu'on n'a pas les moyens de déléguer, d'avoir des humains dans son équipe. Je pense que l'intelligence artificielle va permettre à beaucoup de personnes de faire vivre leur business jusqu'au moment où ils auront justement les moyens d'avoir des vraies personnes. Pour moi, l'IA, c'est vraiment une aide supplémentaire à l'humain. Ça doit pas remplacer l'humain. Vraiment, même moi, dans mon équipe, tu vois, aujourd'hui, il y a des postes qui n'existent pas, et on va dire que c'est ChatGPT qui les remplace un peu, ou qui m'aide en tout cas dans ces domaines-là, tout ce qui est création de contenu et tout, mais je sais que le jour où j'aurai de nouveau le budget pour recruter, direct, je donne ça à un humain, tu vois. Les humains, ouais. Ok, trop bien. On est sur la fin. Si on doit faire un petit bilan là de toutes ces années, de toute ta vie, est-ce que tu aurais pu imaginer en être là aujourd'hui? Pas du tout. Euh, et je te parle à la fois Franchement, sur le plan perso et professionnel. ni sur l'un ni sur l'autre. Tu vois, quand je me revois, quand je quitte le lycée, là, décembre 2010, je suis quelqu'un, je veux pas d'enfant, je veux pas de mari. Tu vois, je suis vraiment en mode très femme indépendante et tout. J'étais vraiment en mode, je veux personne dans ma vie. Voilà, et en fait, mon frère, j'ai un grand frère, un demi-frère, qui, à 18 ans, a quitté la France et est parti vivre au Vietnam. Il est parti vivre en Asie et il est jamais revenu, tu vois? Il a toujours été expat toute sa vie et dans ma tête, j'allais faire pareil. Tu vois, dans ma tête, j'allais le rejoindre, en fait, et je lui en avais parlé. Je lui avais dit: «Ah bah, voilà, je viens de quitter l'école et tout, je vais chercher du taf, je vois que ça se passe pas très bien ici pour moi en France, bah, let's go, je pars à l'autre bout du monde». Sauf que, juste avant de quitter le lycée, je rencontre mon mari, forcément. À l'époque, je savais pas que ça allait le devenir, donc ça crée une attache quand même, et je tombe sur ce super job, tu vois, mes premières expériences, donc ce qui fait que je ne pars pas au final. Et effectivement, quand je me revois à cette époque-là, aujourd'hui, je m'imaginais pas avec 2 enfants, je m'imaginais pas avec un mari non plus.
Et je m'imaginais pas en chef d'entreprise du tout. Mais je m'imaginais pas du tout, en fait. Tu vois, j'avais pas non plus de projection je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Je prenais ce qui venait et ce qui est venu m'a mis sur le bon chemin. Donc, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. Je sais pas si c'est de la chance, c'est le destin. Moi, je crois aussi au destin, tu vois. Technoob, j'allais te dire. Voilà, c'est ça. Tout ce qui nous arrive nous est destiné. Donc, voilà, ça s'est juste fait. C'est tout. Mais je tiens quand même à dire que Félicitations à toi. le care, le fait de considérer les autres, ça a toujours été mon tremplin, ça a toujours été la base. Écouter les autres, les comprendre et savoir leur répondre par rapport à ce dont ils ont besoin et ce dont ils ont envie, que ce soit dans mes entretiens d'embauche, avec les clients que je conseillais en boutique, avec les clients que je conseillais au téléphone, aujourd'hui avec les créations que je peux lier dans le milieu entrepreneurial, c'est le fait de care pour les autres. Il n'y a pas de mot vraiment pour traduire ça en français. On dit prendre soin, mais c'est vraiment considérer les gens pour ce qu'ils sont et être attentif à eux pour ce qu'ils sont, pas juste parce que ça peut devenir un client, mais parce que c'est d'abord un humain. Pour moi, c'est cette façon de penser, tu vois, ça a été le ciment de tout ce que j'ai pu faire et entreprendre jusqu'à maintenant. Et j'ajouterais que finalement, dans le marketing, bah, la base de la base pour faire un bon marketing, c'est de connaître son avatar, c'est de connaître son client cible. Donc, il y a quand même des petites similitudes où tu te dis, bah, si tu connais pas la personne à qui tu parles en face de toi, t'as quand même très peu de chances de faire des ventes derrière aussi. Ou alors tu fais un marketing ultra agressif avec des promesses machin chouette. Mais si tu veux pérenniser dans le temps, effectivement, je pense que le care est à la base de tout, quoi. Ouais, je suis d'accord. Allez, on termine rapidement. Je finis toujours par des petites questions en vrac. Vas-y. L'idée, c'est d'être le plus spontané possible. Si tu prends un petit déj, t'es plutôt salé ou sucré? Avant, j'étais sucrée, maintenant, je suis salée. Film ou ta série préférée? Alors, le premier film qui est venu dans ma tête, c'est Pride and Prejudice, Orgueil et préjugés, d'un roman de Jane Austen. Ok. T'es plutôt mer ou montagne? Les deux. La montagne devant, la montagne devant. Le Maroc. C'est Mer ça. ou non, je viens de le dire. Matin ou soir, pardon. Plutôt lire un livre ou écouter un podcast? Je dirais lire un livre, mais avec ma vie de maman, plutôt podcast dans la pratique. Ok. Quand tu veux te détendre, si tu y arrives. Sport ou canapé? La réponse, j'ai trop honte. T'as Je le droit, devrais hein. répondre sport. Non, en vrai, me détendre, c'est ni l'un ni l'autre, je te dirais. C'est de prendre un truc artistique, un truc créatif. Genre, je me pose sur une table, aquarelle, coloriage, un truc comme ça. Ok. Tu préfères travailler dans le silence ou dans la musique? Ou avec de la musique? Silence, mais c'est pas un silence à 100%. J'ai toujours de l'ASMR de pluie ou d'orage dans les oreilles. Moi, je faisais ça pour m'endormir quand je dormais avec la petite. Ça m'aide à me concentrer. Ouais. T'es plutôt organisé ou freestyle? Très organisé. Et 1 million cash maintenant ou 10 000 euros par mois à vie? 1 million cash maintenant. Ok. Bon, on est sur la fin. C'est vrai qu'on a été un peu plus vite sur la fin du podcast, mais c'est pas grave, on aura l'occasion, je pense, d'aborder d'autres sujets Avec beaucoup plaisir. plus pointilleux sur le customer care. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Quelque chose sur lequel on n'a pas forcément abordé, qui tient à cœur, ou rebondir sur un truc? Ça va rejoindre ce que je t'ai dit juste avant, c'est commencer à vraiment considérer les gens comme des humains, à les comprendre, à les connaître, et ça va tout changer dans votre business, dans votre marketing, dans la façon dont vous allez vendre et fidéliser vos clients aussi. Ok. Bah, merci à toi en tout cas, Dorian. Merci à Je toi, te Tom. souhaite tout le meilleur Merci à toi et à aussi. bientôt. À bientôt.